On revient à l'OM. Il y a plein de stars là-bas qui sont en train de se prendre une pas la tête. Hein, il y a Benatia, Poncho. Il y a le responsable de son formation, Marco Otero. Et il y a au milieu de tout ça aussi le responsable Pro 2. Je voudrais que vous m'expliquiez la différence entre la N3 qui est gérée par le coach Papin et la Pro 2. C'est quoi ça? Pro 2, c'est juste une appellation en fait. C'est que aujourd'hui C'est la réserve? En fait, si tu veux, maintenant dans le fonctionnement de beaucoup de clubs français, pour essayer de garder les jeunes joueurs talentueux qui ne sont pas encore prêts à jouer en équipe première, mais qu'on veut absolument sécuriser, on les fait quand même signer des contrats pro. Okay. Donc ces joueurs-là évoluent soit en équipe réserve, soit en 19, selon leur catégorie d'âge, mais c'est un deuxième groupe en parallèle de l'équipe première, qui est juste en dessous, du coup, qu'on appelle le groupe pro. Qui reste entre les pros et la N3, la équipe réserve. En fait, ouais, c'est pas une division, c'est vraiment un groupe. C'est le groupe qui est juste en dessous le groupe élite, donc le groupe de l'équipe des pros, le groupe normal, pardon, et qui est considéré comme le dernier step avant d'aller en équipe première. Okay. Mais souvent, maintenant, ce sont des garçons que les clubs n'hésitent plus à contractualiser au niveau professionnel pour être justement dans la perspective de pouvoir les garder, et on peut avoir des garçons de 16, 17, 18 ans qui sont dans ces groupes-là. Donc c'est en fait les joueurs qui jouent en équipe réserve mais qui sont considérés, appelés... et la discussion à l'OM, c'est exactement cela. Parce que le responsable de ces groupes pro, qui c'est Ali Zarak, il commence déjà dans un moment à dire à Papin qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut jouer, et donc c'est parti, on prend en cacahuète là-bas. Après, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a Papin qui l'accuse de tu cherches que le résultat, mais avec la N3 c'est pas comme ça, parce qu'on est un club aussi dans la formation. Là on est dans la formation et par contre tu cherches le résultat, c'est pas ça qu'on veut. Et donc il y a cette dispute un peu entre Ali et Papin. Il n'est pas content. Il y a déjà quelques semaines qui, a priori, il ne se présente pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux y aller? Non, vas-y, je t'en prie. Moi, je dis juste une chose. Il va partir, mon il faut faire. Je voudrais juste dire une chose parce que je suis habitué. Et hier, on parlait d'Alessandro, non, qui aujourd'hui est directeur sportif. C'est un ex-joueur un super joueur qui a passé de mon équipe à l'international. Hier, on était en podcast et on a discuté ça. Et j'ai vécu, voilà, Papin, c'est l'exemple. Il faut faire beaucoup d'attention avec les stars du club. Parce que quand ils vont occuper des rôles dans le club, ça pas parti. Mais ça marche pas. Il y a plusieurs problématiques pour moi. Wesley. Ouais. Non, après, de toute façon, je pense que, en fait, là, dans ce que tu as dit, il y a 800 sujets. Il y a le fait d'être en N3, qui, pour moi, aujourd'hui, en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui... C'est trop bas le niveau. Non, mais aujourd'hui, quand un club de Ligue 1 a une N3, c'est bien. Alors que de base, le niveau minimum, on voulait tous avoir une CFA, enfin une N2. Ça veut dire que tu as ce truc où les joueurs qui manquent de temps de jeu, que tu veux mettre en Ligue 1, tu les fais jouer en N3. C'est trop bas à ton avis? Après, voilà, vu la conjoncture actuelle, bref, parce que tu en as beaucoup qui ont des R1, donc limite tu es en N3, tu vas pas te plaindre. Mais je pense que dans le fond, quand tu es un club de Ligue 1, tu veux que ta réserve soit en N2. Je pense que c'est ce que tu veux dans le fond. Donc, tu vas avoir ceux qui veulent que la N3 remonte en N2. Tu vas avoir ceux, à juste titre, qui vont dire « Ouais, mais les jeunes joueurs, il faut être patient avec eux. » Parce que, comme il le disait, aujourd'hui, tu as des joueurs qui signent des contrats pro très tôt. Et qui ne jouent pas en pro. Limite, qui ne jouent pas en réserve, qu'on lâche de jouer encore en 19 NAS. Et ces joueurs-là, des fois, le problème, c'est que quand ils signent pro très tôt, bah, tu perds en progression parce que, ils n'écoutent plus le coach de la réserve. Ils écoutent plus le coach des 19 parce que les mecs ils gagnent déjà je ne sais combien et j'en ai discuté beaucoup de fois avec Mickaël Lebaïf qui avait les 19 NAS à Marseille qui a dû faire face à ce problème là et en fait dans tout ce problème là bah après tu as des désaccords de coach réserve etc. Il y en a toujours eu coach pro réserve mais là je pense que c'est exacerbé parce que tu as des enjeux, tu as aussi les agents qui doivent appeler etc. Et pour ce que tu dis par rapport à Papin, oui, gros nom, mais à un moment donné, ce qui prime, c'est ce que tu fais. Et tu peux être qui tu veux. On l'a vu avec d'autres coachs. Bon, je ne vais pas citer des noms parce que c'est un peu du bashing, mais peu importe. Moi, je vais y aller. Voilà. Moi, j'ai eu Alan Shearer comme coach. Joueur extraordinaire.
Il n'y a rien à dire. Joueur extraordinaire. Capitaine. Mais comme coach, ça Quand il est passe. arrivé comme coach, nous, on était impressionnés, mais ça dure 3 jours. Après, on attend de... On attend... La tactique. Parce que voilà, c'est que tu parles football avec nous. Et en fait, ça a fait l'effet d'un pétard mouillé. Et du coup, Papin, je veux pas l'incriminer, mais attention, le parcours de coach de Jean-Pierre Papin ne parle Il a pas déjà forcément eu pour lui. l'occasion. Il a déjà eu l'occasion de Mais c'est dire vrai, je voilà, pense je qu'en suis un coach, je peux être à ce niveau. Après, est-ce qu'il a c'était été, pas bien est-ce passé. qu'il a été nommé pour les bonnes raisons? Parce que moi, j'étais surpris quand j'ai... En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu qu'il avait repris la réserve. Ouais, alors qu'avant, il n'était pas à Chartres, il me semble. Avant, il était à Chartres, et à Chartres, ça n'a pas du tout marché. Il était à Nantes, si je ne me trompe pas. Il Non, était à coach à Chartres, Nantes. j'étais à Chartres. Mais ce Ouais, n'est c'est pas à du Chartres. bashing, Il était à attention. Chartres. C'est... Il était à Chartres et ça n'a pas du tout marché. Hein. Et après, justement, après, il est parti Oui, il en était à N3 Chartres. à Comme Marseille. coach ou Il n'est pas adjoint? arrivé en N3 à Marseille, il est arrivé en ambassadeur du club. Voilà, Et ambassadeur, après, et il a puis après, récupéré il aurait l'équipe exactement encore ça. de cette Consultant de façon. président, il a Ouais. déjà occupé toutes les places. C'est pour Mais ça il que sa n'arrive pas à trouver nomination sa m'avait place. surpris, tu vois. C'est ça. Papin, il n'arrive pas à trouver sa place à l'OM. Non, mais après, il y a plein de choses. Là, comme disait Wesley, pour moi, il y a plein de sujets là-dessus. Le premier, on parle du statut. Jean-Pierre Papin, Wesley le disait, tout Jean-Pierre Papin qu'il est, et pour moi, c'est le fonctionnement qu'on doit avoir dans un club. C'est bien d'avoir des anciens dans les clubs, mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Aujourd'hui, Faut pas mettre comme ça à gogo. pour l'image d'un oui. club, effectivement, je considère qu'à compétence égale, vaut mieux prendre un ancien joueur du club. Parce que pour l'image du club, c'est top. Mais par contre, si l'ancien du club est moins bon que quelqu'un d'autre qui n'est pas passé par le club, bah pour moi, il faut aller vers la compétence. La priorité, ça doit être d'abord la compétence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est sur la direction sportive. Aujourd'hui, les groupes Pro 2, par définition, sont gérés par l'équipe première, donc l'entité principale du club. Ce qui est important, c'est quand on délègue, de déléguer des gens qui vont dans le sens du projet qu'on est en train de mettre en place. Pour l'équipe première. Pour le club. Pour le club. Donc si Jean-Pierre Papin, à un moment donné, a été mis en place au niveau du groupe N3, théoriquement, c'est qu'on lui a exposé les besoins du groupe N3, le projet du groupe N3, et qu'il est censé rentrer là-dedans. S'il ne rentre pas dedans, ça veut dire que c'était pas le bon choix pour ce poste-là. Donc il y a une problématique. Donc moi, la problématique que je vois, c'est qu'il y a une distension entre les objectifs des uns et des autres, et ce qui doit trancher dans ces cas-là, c'est la direction. On est d'accord. Jean-Pierre Papin, il a récupéré l'équipe de l'OM l'année dernière qui était en difficulté, l'équipe réserve en N3. Il a fait du très bon boulot, et là, il fait encore de l'excellent boulot. Je parle d'un point de vue strictement résultat, attention. En termes de résultats, puisque l'équipe est en tête, je crois, au deuxième de son championnat en N3, première, je crois. Donc, au niveau des résultats, tout est très bien. Maintenant, Wesley le disait aussi tout à l'heure, quels sont les objectifs? Si au niveau des objectifs, pour la direction, l'équipe réserve, c'est développer les jeunes avant les résultats, bah forcément, l'entraîneur de la réserve, il est censé développer les jeunes avant de penser aux résultats. Donc, en fait, pour moi, la vraie problématique là-dedans, elle est juste sur le projet club. Ce que tu as envie de faire, c'est la direction qui dicte ce qu'on doit faire au club, et après les salariés, par définition, doivent suivre ce process-là. Si ce n'est pas le cas, bah, effectivement, il y a une problématique. Et après, dernière petite chose, et je laisse la parole après, il y a aussi un problème de personne, parce qu'il y a le fond et la forme. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce que fait Papin par rapport au projet du club, c'est une chose. Après, il y a la manière de faire. Et là, il faut faire aussi attention pour pas que les choses aillent trop loin, parce que là, on entend quand même certaines choses qui font penser qu'on n'est plus sur des désaccords sportifs, mais on va sur de l'humain et des choses qui vont encore bien plus loin que ça. Et là, par contre, là, je trouve que ça devient Exactement. dangereux. Parce Dont qu'il une n'y a- plainte qui va être déposée il n'y a par pas- Jean-Pierre Papin. Il a déposé. Il n'y a pas longtemps, on parlait que finalement, le centre de formation, voilà, cet concept de formation de l'OM, il était structuré depuis longtemps. Et là, pouf, ça pète cette bombe autour du papa. Après, les résultats sont bons sur les dernières années par rapport à ce qui a été fait à l'OM sur les 17, sur les résultats sont 19, sur magnifiques, l'équipe non, il a réserve, moyen tout l'année sur la dernière, non, Gambardella. les- Gordel, il la gagne, ouais. C'est plus performant qu'il y a quelques années. Et, Maintenant, et avec des effectifs pas forcément... exceptionnel. les éducateurs, ils ont fait du gros taf sur les dernières années. En effet, c'est pour ça, on a débuté l'année en disant, voilà, finalement, le centre de formation de l'OM pris la bonne voie et tout ça. Et là, bon. En fait, c'était en réponse au départ de... comment il s'appelle? Camara.
quand Camara il est parti à Aston Villa, en gros, je me rappelle que Longoria disait beaucoup que voilà, il y avait cette histoire-là, il y avait aussi Wesley Fofana, qui est Marseillais, qui est sorti, lui c'est à Saint-Etienne qui est sorti, voilà, qui disait en gros comment ça se fait que avec le bassin qu'il y a à Marseille, en gros on veut pas revivre d'autres Wesley Fofana. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que lui il a ramené aussi quelqu'un, directeur du centre et tout. Ils sont allés chercher des bons coachs, donc dont Michael Le Baïf. Et il y avait un projet qui était en place, mais à l'intérieur, c'était encore très fragile. Après, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais à l'intérieur, c'est pas facile. C'est pas facile pour les éducateurs.